qu'aujourd'hui ces politiques soutiennent le média? Est-ce qu'ils connaissent la force de la communication, la force des médias? Non, pas du tout. Et ils préfèrent exploiter d'autres médias. Donc, c'est bien cela. Donc, je pense que il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, lorsque France 24 donne une information et tout, c'est la position officielle de la France. Barack Obama s'est exprimé en disant que non, le président légitime était Pierre Nkurunziza. Ben, d'une manière timide, hein, vous venez de le dire. Hein. Est-ce que c'était une position officielle? Est-ce qu'ils ont précisé que Nkurunziza était là suite aux accords de 1998 d'Arusha et tout, et qu'il y avait encore une continuation démocratique, hein, c'est-à-dire la Constitution était... C'est comme si on disait que après San City, Joseph Kabila, exactement. La Cour constitutionnelle au Burundi avait tranché dans ce sens-là. Et moi, je suis très désolé quand j'avais vu en 2011 Joseph Kabila serrait, mais non, on dit plus serré lorsque on est en possession d'une information. Pierre Nkurunziza est arrivé. Vous savez, il a tweeté, il a dit que je suis au Burundi, je remercie et tout. Il s'est même localisé qu'il était au Burundi. Mais malgré cela, en dépit de cela, la France, c'est-à-dire, bon, je dis la France, c'est-à-dire, moi je ne vois pas France 24 et tout. C'est-à-dire, les médias, les médias donnaient quand même leur position. C'était leur position. C'était plus le traitement d'infos, là. Mais non, au fait, j'ai rejoint mon confrère Ludor qui, à l'entrée du jeu, il a dit, j'aimerais partie de la théorie scientifique. Je l'ai rejoint. J'aimerais, vous savez, pour qu'une discipline soit considérée une discipline scientifique, il y a trois choses. Il y a l'objet. La méthode. Il y a la méthode, il y a les résultats. Aujourd'hui, les paradigmes actuels de la communication, c'est la communication d'influence. Ce paradigme a donné naissance à une discipline qu'on exploite mal. Il y a à l'IFACI qu'on a commencé avec ça, les marketing politiques. C'est pratiquement une nouvelle discipline qui tire sa substance de la communication, n'est-ce pas, d'influence. Et cette communication d'influence est beaucoup mise en application en Afrique pendant la période, n'est-ce pas, électorale. Mais il n'y a pas cette communication d'influence, notamment, par exemple, quand il s'agit, n'est-ce pas, de parler du programme, n'est-ce pas, de Kabila. Prenons les cas. Vous le faites déjà, vous le faites un peu, mais vous êtes seul. On devait vous accompagner, nous tous. Vous êtes seul. Ce que les autres font, quand j'ai parlé des problèmes d'intelligence, l'opposé de l'intelligence, c'est la ruse. La ruse n'a jamais été définie comme étant une intelligence. Non. Parce que l'intelligence est au service d'eux. La ruse, il s'agit des individus qu'on sort, comme m'a dit ma consoeur Barbara, que quand il entend une telle information, d'emblée, les noms dits d'un tel geste, il s'agit de la France. Ça, c'est vrai. Il s'agit de la France. Donc, ça, il s'agit de la ruse. Donc, je voulais dire quoi? Ce que RFI fait, évidemment, il est dans le nouveau paradigme qui sous-tend la communication d'influence. Il faut influencer. Il faut influencer. Il faut manipuler. Il faut manipuler. C'est ça d'ailleurs l'objectif de la communication d'influence. Ce qui échappe encore. Il faut faire croire ce qui échappe encore. C'est fini avec Nkurunziza. Mais la RFI qui n'est qu'un objet utilisé, exploité par la France. C'est ça. Alors, que les chefs d'État africains, Daniel, puissent aussi créer leurs objets pour exploiter, pour communiquer. Regardons le travail. J'ai du respect à mes confrères de la RTNC. La RTNC qui serait la chaîne modèle, un repère pour nous les journalistes, mais elle fait quoi? Moi je continue à l'appeler. Je continue à appeler. Je continue à appeler. On appelle ça RTNC abusivement. Moi je continue à dire. Moi j'appelle ça la voix d'Isaïr. Le jour où je trouverai une imitation professionnelle, il ne faut pas parler de notre chaîne. Oui, j'en arrive. Parce que son rôle en tant que tel, son rôle d'influencer les choses de manière positive, ne joue pas son rôle. Je continue à appeler cela, je confirme, j'assume. Lui aura du mal à me contredire. La voix d'Isaïr. Vous avez gardé les mêmes méthodes de l'époque de Mobutu. Je reviens pour dire, il faudrait, vous êtes président de l'INPC Kinshasa, il faudrait maintenant orienter l'intelligence des journalistes congolais, leur montrer, n'est-ce pas, la pertinence et l'intérêt, n'est-ce pas, de notre pays, de défendre notre pays. Mais on ne défend pas bêtement comme ça. Il faut les moyens. Mais il faut les moyens. Il faut un soutien. Il faut accompagner la presse. Vous savez, j'aimerais le dire ici, une fois le président Kabila l'a dit, il ne croyait pas à notre presse. Si vous-même, le président, vous ne croyez pas à la presse de votre pays, oui. Acceptez que RFI vous fasse du mal. Non. D'abord, lui-même, le chef de l'État doit considérer la presse. J'aimerais chuter par là. Nous sommes une presse. Moi, j'ai toujours eu des contre-rendistes. Quand même, détient sa conférence de presse, on remet un document au journaliste, c'est ça qui est publié. La presse congolaise doit sortir des comptes rendus. Doit sortir de tous ces dépêches-là. Les journalistes doivent gratter.
il doit aller au-delà et donner les meilleurs de lui. Il doit influencer aussi. Mais tout ça, même, nous sommes une presse pauvre. La plupart des journalistes, la jeunesse congolaise, quoi, il est pauvre. Il y a 2 ou 3 qui semblent encore donner les meilleurs financiers. Mais l'ensemble, nous sommes une presse très très pauvre. Alors, il faut qu'on change. Oui, tout à fait, je place. Accompagnons la communication d'influence. Oui. En cherchant les bourses pour les journalistes, accompagner la communication d'influence, qui est d'ailleurs la naissance du marketing politique en tant que discipline scientifique. Lui, il faut qu'on change de sujet. Oui, justement. Non, je voudrais dire que la neutralité des médias, quand nous parcourons toutes les grandes théories de communication, reste toujours et déjà un idéal. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Donc on ne peut pas faire croire à l'opinion congolaise ici que la neutralité des médias c'est quelque chose d'acquis. Moi j'ai fait un stage au Japon au journal Shimbun dans le cadre de la presse écrite. J'ai trouvé que quand je suis arrivé au Japon en 2010, il y avait changement de régime. Il y avait les libéraux qui étaient au pouvoir et puis il y a eu changement, c'était les socialistes. Et le journal Le Shimbun était inféodé au régime précédent. Lorsque le régime est parti, automatiquement le journal a changé de ligne éditoriale. C'est pour dire que ce n'est pas seulement une pratique purement congolaise. Je donne un exemple. RFI appelle sur l'actualité, cette émission-là. Quand vous appelez pour intervenir, on vous demande d'abord ce que vous voulez dire. Si vous dites quelque chose qui est contraire à la position de la France vis-à-vis d'un pays africain, on ne vous prend pas, on vous coupe. Alors vous ne pouvez pas. Les correspondants d'ailleurs, je ne peux pas. S'ils envoient un élément positif ou qui... On lui demande de refaire le papier. Tous les correspondants de RFI à travers le monde, surtout en Afrique, avant que leur papier passe, leur reportage, le duplex passe, ils lisent. On écoute, on lit non là-bas, enlevez tel mot, écrivez tel autre. S'il ne le fait pas, il est obligé de refaire le papier. Donc, je voudrais ici interdire qu'on présente la RTNC aujourd'hui comme si c'était la voix du Zaïre de l'époque, parce que la meilleure façon de démontrer que la RTNC se démocratise, c'est lorsqu'il y a des débats parlementaires, où les opposants qui ont le mandat du peuple prennent la parole et s'expriment librement, s'attaquent au pouvoir, critiquent le pouvoir de manière dont ils veulent, et c'est déjà quelque chose. Alors, je ne voudrais pas partager ce point de vue. Je ne veux pas partager ce point de vue monojambique de ceux qui croient que la RTNC pouvait faire au-delà de ce qu'elle peut faire. Moi, j'ai animé dans ce pays pendant les élections de 2011 une émission intitulée c'était sur les élections. Alors, dans cette émission-là, je recevais même les conseillers les plus proches d'Étienne Tshisekedi, qui disaient tout. L'émission passait en direct. À mes risques et périls, je venais d'être engagé à la RTNC. Alors, à un certain moment, j'anime des émissions politiques à la RTNC. J'appelle les opposants, ils ont peur. Tout simplement parce qu'ils ont des préjugés. C'est tout à fait leur droit. Mais l'exemple que je voudrais donner le plus palpant, c'est que quand il y a les débats parlementaires, aussi bien l'opposition que la majorité s'exprime, et en aucun cas, la RTNC n'a coupé le signal. C'est pour dire tout simplement que même s'ils ne sont pas encore arrivés à l'idéal, mais un pas a été franchi, il faut le reconnaître au lieu de Merci beaucoup, il faut qu'on change de sujet. Alors 30 secondes. Moi, je ne voudrais pas qu'on tombe dans le raccordement frauduleux pour revenir seulement dans la situation de la RDC. Nous parlons de la pyromanie ici. C'est que cette pyromanie faite par les Français à travers leurs médias est faite de manière cynique. Il faut s'arrêter à faire constater que tout ce qu'ils font, c'est poursuivre leurs intérêts en marchant sur les principes de mais pourquoi on prône, vous allez continuer, pourquoi on prône la démocratie et on fait la promotion des coups d'État? C'est pour nous, ils nous donnent une leçon. Les intérêts américains passent par devant tout lorsqu'il s'agit de l'Amérique. Les intérêts français, la même chose. Et lorsqu'un journaliste congolais peut défendre la République tout en n'ayant pas respecté tel ou tel autre élément déontologiquement journalistique, c'est tout le problème. Les journalistes africains, les journalistes congolais pas bien formés. Mais là, on a la preuve ils ont marché sur tous les principes journalistiques parce que ce sont des fonctionnaires internationaux qui ne peuvent pas, comme on le sait bien en relation internationale, aller à l'encontre de la position de leur pays. Et là, c'est le journalisme qui est respecté. Alors, juste une question. Les Africains qui sont dans ce média, quand il faut, moi je cite quelques-uns, Jean-Baptiste Plaka, Francis Patindé, Hassan Diop, etc. Quand ils font des analyses, sans même venir ici sur ce continent, et parfois ils attaquent avec beaucoup de légèreté aux dirigeants africains. Ils sont achetés, ils ont atteint, le terme est peut-être dur, mais je n'en ai pas d'autre, ils ont atteint l'inconscience.
L'inconscient. Oui, oui. Quand il parle des situations qui se passent en Afrique, vous vous rendez compte que leur âme est partie de l'Afrique, elle est déjà quelque part, et ce sont des moutons qui ne racontent que ce qu'on leur dit. Allez plutôt dans ce sens ici. C'est dommage. C'est dommage. Alors, changeons de sujet. Parlons un tout petit peu, mes confrères, enfin on est des amis, on doit se dire quand même la vérité. Pensez à votre continent quand même, c'est très important. Au lieu de jouer un peu à la pyromanie. Voilà, la pyromanie pour est-ce que ça brûle, et quand ça brûle, même vos oncles et vos tantes qui sont encore sur le continent peuvent en subir des conséquences parce qu'ils n'ont que ces continents. Deuxième sujet. Barbara Nzimbi, on l'a appris, le PPRD a de nouveaux secrétaires généraux, Henri Mova-Sakani, et qu'on connaît, muséiste, un intellectuel plutôt de bonne facture, ambassadeur en ce moment en Belgique. Ministre de première heure, hein, oui, oui. Il faut dire ainsi. J'ai suivi son portrait personnellement sur Télé 50. Il a... Alors, quelles sont ses chances de rassembler ce parti, de lui donner un nouvel élan? Il y a eu beaucoup d'ambition. Moi, je voudrais être sincère avec vous. Personnellement, je ne le connais pas. On va laisser le temps de voir. Mais nous, on attendait voir Chadari Ramazani. Parce qu'il a prouvé à suffisance qu'il était un homme de terrain. Mais la question est celle de savoir, est-ce que M. Nova a été confronté à des questions électorales? C'est ça aussi aujourd'hui, parce qu'il donne l'impression d'être bureaucrate. Et le PPRD a connu quand même des secrétaires généraux très fort, il faudrait le dire quand même. Il succède à Évariste Bochab. Maintenant, c'est à lui de prouver à quel point il sera capable justement de relever ce parti politique, de faire mieux que Évariste Bochab. Donc, on attend voir la suite. Les défis de Mova, c'est plus au niveau organisationnel, c'est au niveau allez, on va dire de l'idéologie. Au moment où il faut peut-être rassembler maintenant pour aller affronter les souverains primaires avec ces dialogues qui arrivent, les élections, etc. Comment il va s'y prendre? Les défis sont multiformes, multiformes dans la mesure où un parti politique est là pour conquérir le pouvoir, et quand il l'a conquis, il est dans l'obligatoriété de le conserver le plus longtemps possible, mais de manière démocratique, comme l'avait toujours ajouté Évariste Bochab. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est un choix. Le choix de l'initiateur du parti. Il faut le dire. Joseph Kabila, quand il jette son dévolu sur quelqu'un, c'est pas qu'il s'est levé un matin et puis il a dit je prends celui-là, c'est qu'il a fait un suivi. Il a fait un suivi. Voilà pourquoi ces choix réussissent de manière générale. Réussissent. Vous prenez Chikez Djemou, vous prenez Vital Kamerhe, vous prenez Évariste Bochab. Je suis de ceux qui ont assisté au débat du genre lorsque Évariste Bochab est venu. Non, c'est un professeur d'université. Un technocrate, jeteur de cabinet. Il a su démontrer de quoi il est capable de se dire que le choix de Kabila a été bon. Maintenant, c'est le même Kabila qui choisit. Henri Mova, c'est qu'il sait de quoi Mova-Sakani est capable. Donc, les défis sur le plan organisationnel, n'ayons pas la honte à le dire, Mova-Sakani hérite d'un parti politique en forme. Un parti politique en forme, premier parti politique de la majorité présidentielle, bien structuré, ayant opinion sur eux. Représentatif sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Alors, au-delà de ce qu'il a trouvé, le défi est indivisible. C'est pérenniser ce qu'il a trouvé, et je crois qu'il est capable de le faire. Et cette pérennisation doit tomber dans le principe ne jamais se croire arrivé. Ne jamais se croire arrivé. S'appuyer quand même sur le pilier, les gens qui étaient là. Étant donné que on se croit arrivé, on signe sa descente aux enfers. Il a des gens qu'il connaît, mais avant qu'il ne soit secrétaire général du PPRD, ce sont ses camarades. Ceux-là sont du reste obligés, au regard de ce à quoi ils sont appelés, de le soutenir, comme on dit. Et on a vu Évariste Bochab là,
l'embrasser avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'effervescence. Oui. J'ai aimé, c'est que ça veut dire que les deux sont les disciples de l'initiateur du parti. Oui. Ils sont là pour mouiller le maillot ensemble, étant donné qu'on dit en bon africain, le feu brûle tout à condition que chacun y apporte un morceau de bois. C'est plutôt lui qui demande d'abord. Ah, celui qui il s'empresse, moi j'attends. Allez-y, je vais parler le dernier. Analytiquement parlant. En fait, moi, ma démarche est contraire à mes... Je m'irais partie de la pensée de François Mitterrand. Il faut reconnaître que cet homme, grand homme la France politique français, ne connaîtra plus après. On l'appelait Dieu, tellement qu'il était intelligent. François Mitterrand disait ceci: j'aimerais travailler avec les élus parce qu'ils connaissent la souffrance du peuple. Les élus. Les élus. Fin de citation. Vous confiez un grand parti à celui qui ne connaît pas le peuple, il n'a jamais été élu, il ne connaît pas les difficultés des élections, vous lui donnez les partis. C'est dangereux. C'est dangereux. Vous voulez que moi soit d'abord député? Je parle de la théorie, n'est-ce pas, de François Mitterrand. Est-ce que Mitterrand avait... qu'on puisse me contredire. Je l'ai dit tout à l'heure. Mitterrand dira: je préfère travailler avec des élus parce qu'ils connaissent la souffrance des élections et du peuple. Il a beaucoup travaillé pour les élections, mais tout à fait. 2006, 2011. Mais lorsque Kabila avait placé quelqu'un à la tête d'un parti, celui-là, est-ce qu'il a déjà sollicité, n'est-ce pas, le peuple? Est-ce qu'il connaît le peuple? Et il connaît la pertinence des élections? Non, il est ambassadeur, il est ceci et consort. Il n'a jamais connu cela. Arimova, d'où il vient? Il est avec Laurent Désiré Kabila. Là, il n'y a pas élection. Là, ce sont des combines. Là, on vous nomme. Maintenant, les choses sont en mutation. Il faut aller solliciter les pouvoirs auprès du peuple. Et vous placez quelqu'un, évidemment, dans la théorie, n'est-ce pas, de Mitterrand, je doute fort qu'il puisse s'en sortir. Ça, c'est de un. De deux, ça sent quelque chose. Les Katanga veulent conserver son pouvoir. Ça sent quelque chose. Kabila va chercher dans les Katanga. Évidemment, là où il a des problèmes, les Katanga, c'est détaché. C'est vraiment détaché. J'apprécie les efforts de Évariste Bochab, qui je vis au lendemain de la théorie de Penalty, il a réussi Moïse Katumbi. C'était toujours cet effort-là de ramener les Katanga qui commençaient à se détacher. Et on prend un fils du terroir pour piloter, n'est-ce pas, les partis. Je crois c'est dans ce sens-là. Mais je ne vois pas cet homme-là aller loin. Je le connais. On l'a connu, ce monsieur. Et c'est pas un oiseau rare. On l'a connu. C'est un grand intellectuel. Il a travaillé pour la campagne de 2006. 2011, il est parti en Belgique, il a assaini, c'est quand même, en termes de consensus, on l'a vu par exemple à rapprocher les combattants, etc. Il est simple joueur de football, c'est quand même quelqu'un qui connaît ce PPRD à la base. Monsieur Jean-Marie, Kabila... C'est pas trop vite d'analyser ça. Je disais, c'est très important, on ne l'a pas vu construire le leadership. Et il n'a jamais construit le leadership. Non, il n'a jamais construit le leadership. Ce n'est pas en composant les poèmes que vous serez leader. Non, le leadership se construit. Je l'ai dit d'ailleurs qu'enfin, on a mis un poète à la tête du parti. Est-ce que ça va marcher? Moi, je pense que l'heure est arrivée qu'il arrive à construire le leadership. C'est une occasion qu'on lui donne. Souvent, nos politiques refusent de construire le leadership. Ils sont nommés, ils tombent du ciel, ils sont là. Il y a incompatibilité entre la base et ceux qui dirigent. Je crois qu'il fait là. Je crois que lui, il va avoir une équipe et consort, mais c'est qu'on lui demande qu'il puisse arriver à construire le leadership, qu'il fasse de ces partis-là vraiment un parti. Oui, merci beaucoup. Je suis étonné d'apprendre de nouvelles théories sur le fonctionnement de la démocratie. D'abord, une pensée par procuration de François Mitterrand, et puis un secrétaire général d'un parti politique doit être un élu. Il est censé connaître le peuple. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça que la démocratie fonctionne. Mais Kamere a été élu député en étant secrétaire général du PPRD. Avant d'être... Vous l'aimez beaucoup celui-là? Il n'était pas. Non, c'est l'histoire du PPRD. On ne peut pas parler du PPRD sans parler de Vital Kamere. Tchiké Diémou n'a jamais été élu quand il était secrétaire général du PPRD, Vital Kamere non plus. Évariste Bochab, quand il a succédé à Vital Kamere, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Non, Kamere parlait plusieurs langues, Bochab c'était un intellectuel, il ne connaît que le français et sa langue maternelle, mais Bochab a démontré de quoi il était capable. De la même manière, Mova Sakani est un combattant de première heure de la révolution kabiliste.
Depuis 1996, lorsqu'il rejoint l'AFDEL, il a joué un grand rôle. Il était dans le directoire des comités de pouvoir populaire. Et je dois vous informer, avec Didier Moumengi, lorsqu'il s'agit des questions importantes de la marche du pays, des questions politiques, il a toujours été consulté. Pour preuve, vous l'avez vu au Zimbabwe il n'y a pas longtemps, à l'invitation du parti zimbabwéen, en compagnie de Maurice Bochab. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un qui connaît le parti, il a accompagné, il est d'ailleurs membre cofondateur. Moi je crois qu'il faudrait qu'on donne toute la chance possible pour voir de quoi il est capable. C'est un docteur en relations internationales, il a fait la communication sociale, il est en contact permanent, C'est un jeune docteur. Il n'y a pas longtemps qu'il a soutenu sa thèse. C'est un jeune docteur. Je vais terminer pour dire qu'il est en contact permanent avec les réalités du pays. Pour preuve, aussi bien on le voit en France, aussi bien on le voit au pays lorsqu'il s'agit des grandes consultations. C'est pour dire qu'il faut, au lieu de danser avant la musique, qu'on lui donne toute la chance nécessaire. C'est l'initiateur qui a fait son choix, de la même manière que Etienne Tshisekedi désigne ses secrétaires généraux, de la même manière que Bemba a désigné la dame ici, c'est comment Maman F. Bazaïba. Donc on n'a pas à se gérer dans le fonctionnement interne, surtout que ce choix relève d'une des dispositions pertinentes des statuts. Merci beaucoup. Prenons vraiment 1 minute et demie pour parler du dialogue. Barbara Nzimbi, on a vu que l'émissaire du chef de l'État, a fait quasiment le tour. Mouanansemi a pu obtenir la libération des militants du Bas-Congo qui étaient incarcérés. Tout le monde s'agit de s'occuper. On y va comment et avec qui? Très rapidement. Mais très rapidement, vous avez déjà commencé par l'émissaire. Nous, moi personnellement, je salue cette initiative du chef de l'État parce qu'il a compris que il était temps justement d'en finir avec les personnes qui l'envoyaient consulter et tout, parce qu'il n'y avait pas des résultats positifs. Le choix d'abord de l'AG Calef qui reste un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs... Un haut cadre. Un haut cadre, mais aussi des valeurs morales, mais aussi quelqu'un de très, très intègre. Si très effacé et loyal. Très effacé. Aujourd'hui, il a cette capacité-là d'écoute et tout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, je salue aussi ce dialogue. Vous savez, les concertations nationales, il y avait plus de 700 recommandations. Aujourd'hui, où en sommes nous? On atterrit avec un gouvernement, excusez-moi, entre guillemets, fantaisiste. Et Joseph Kabila l'a compris aujourd'hui la nécessité de la tenue du dialogue. On attend seulement que ce dialogue soit vraiment inclusif. Mais que chacun amène des délégués de vrais. De vrai, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème des délégués de vrai. Aujourd'hui, que Kabila puisse lâcher un peu. Vous savez, dans les principes républicains, aujourd'hui, un président de la République, c'est un prince. Vous savez, sa parole vaut quelque chose de très important aujourd'hui. J'ai discuté avec quelques opposants qui m'ont dit, Barbara, aujourd'hui, on est prêt. Les opposants qui ont rejeté le dialogue. Mais est-ce que Kabila va respecter sa parole finalement? Est-ce qu'il ne va pas nous rouler aujourd'hui, mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand je parle, plusieurs personnes me traitent d'avant-gardiste, mais je pense qu'aujourd'hui, objectivement parlant, nous serons dans l'impossibilité d'organiser les élections. Donc, il faudrait mettre cette question sur la table. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Que le président Kabila puisse recevoir les personnalités influentes de l'opposition individuellement. Le président Kabila, d'après ses sources proches, il se réveille à 5 h du matin. Pourquoi ne pas accorder 30 minutes à chacun, les écouter, discuter? S'il y aura glissement, bon, je ne sais pas, parce que finalement, c'est peut-être ça la finalité. C'est pas impossible. La transition, s'il vous plaît, la transition, oui, on peut avoir une transition de 2 ans. Oui, la transition, mais après cette transition-là, est-ce que cet intérêt collectif sera maintenu? C'est ça, en tout cas, aujourd'hui, que le président Kabila, aujourd'hui, puisse bien parler avec ses frères congolais aujourd'hui. Et s'il doit avoir partage de gâteau et que ça soit clair, il ne faudrait pas que les uns roulent les autres. Et puis voilà, comme ça, on va voir les autres là du gouvernement. Sans citer les gens. Non, j'aimerais citer un nom. Non. Positivement. Oui. Nous avons vu Kalev qui contacte. J'ai aimé Barbara vanter Kalev, peut-être, je ne sais pas. Mais mais allez-y vite, on a fait l'homme qui nous arrête, l'homme qui nous fait parfois du mal. Il ne faut pas trop le vanter. Je reviens pour dire... C'est mon point de vue que tu dois respecter. Oui, très vite, très vite. Moi, si je donne mon point de vue, l'homme qui nous arrête. Alors, je reviens pour dire que on est tenté de contacter les gens. Je vis, il est allé... Les dangers se situent à quel niveau? D'un côté, nous avons les concertations qui ont eu lieu.
De l'autre côté, nous avons les poids lourds, comme l'a reconnu Mende. Mende a reconnu que les concertations ont échoué parce qu'il n'y avait pas l'adhésion des poids lourds. Mais les poids lourds sont contactés. Il a reconnu cela. Les poids lourds sont contactés. Oui. Les poids lourds, nous connaissons les poids lourds. Oui. Je vous dis, quand vous allez contacter, même ceux-là qui étaient les géniteurs, n'est-ce pas, des concertations nationales, ça ne fait pas du bien. Non, mais j'en arrive. Est-ce qu'il faut exclure? Laissez-moi, monsieur Jean. Oui, allez vite, allez vite. Nous avons d'un côté la concertation nationale, qui avait comme objectif la cohésion nationale. Cette affaire a échoué. Si cette affaire a échoué, ces gens-là constituent un bloc par excellence. Il ne faut plus y aller contacter. Mais ils sont congolais quand même. J'en arrive, je ne refuse pas. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas contactés. Il y a des gens qu'on relativise. C'est dangereux. Je prends le cas de Sessanga. Je vais citer les noms. Sessanga a été contacté. Si. Non, on ne l'a pas contacté officiellement. Okay. Il est allé. Sessanga est allé vers Kalev. Il a rencontré, non, il a rencontré M. Kalev, c'était particulièrement à Béatrice Hôtel. D'ailleurs, on ne donne pas les lieux. Pourquoi je fais allusion à cela? Nous avons des poids lourds. Avec les Franck Diongo et les autres. Franck Diongo, d'ailleurs, rejette le dialogue. Alors, il est le premier à rejeter le dialogue. Oui, parce qu'il a peur d'être roulé, c'est ça le problème. Le président de la République doit rassurer les gens. Doit rassurer même toi, Daniel. Là, je suis d'accord avec vous. Mais nous risquerons d'être roulés aussi. Alors, je dis ceci. Quand vous prenez les événements du 19, 20, 21, un des géniteurs de ces événements, c'est Sessanga. Mais on ne les contacte pas. Mais il va vers Calais par souci de la patrie pour déposer son cahier de charges. Vous forcez les choses. On doit scruter les gens. Les gens qui sont utiles. Allez voir qui on est représente au niveau de Jean-Marie, c'est très important. Jean-Marie, s'il vous plaît, c'est très important. Nous sommes, s'il vous plaît, leader, s'il vous plaît. Nous sommes en train de... Le président de la République, c'est pour la paix, la stabilisation de la paix. C'est-à-dire, le président de la République doit savoir les acteurs principaux, les principaux acteurs, les acteurs utiles. C'est ça que Daniel Saf fait. Vous prenez Sessanga, vous prenez Kengo Adondo, qui pèse ici la balance. Mais vous allez contacter l'homme qui n'a rien sur l'opinion. Moi, je crois qu'à l'instar de Barbara, le président de la République a levé une option fondamentale et salvatrice pour la patrie, c'est d'aller vers les opposants au regard des enjeux électoraux. Les opposants qui ont sollicité le dialogue. Essayer un peu de dialoguer avec tout le monde, les écouter et voir ce qu'on peut mettre en commun pour pouvoir, au cas où il y a glissement de calendrier, que ça soit fait de manière consensuelle, que les gens puissent glisser ensemble, même s'ils se cassent, qu'ils se redressent ensemble. Mais maintenant, je voudrais dire qu'on ne doit pas condamner le président pour avoir effectué le choix de M. Kalev. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsqu'on disait pourquoi il a choisi Henri Vassakani. Aujourd'hui, M. Kalev a réussi à rencontrer Mosengo, à rencontrer Némouanda Semi. C'est pour dire qu'il faut donner à chacun la chance de montrer de quoi il est capable. Les gens disaient non, il n'est pas politique, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on voit aujourd'hui qu'il est écouté, qu'il est reçu. C'est une très bonne chose. Il faut l'encourager. Alors, vous n'allez pas dire c'est fou. Je suis en train de dire que Joseph Kabila avait promis lors de la clôture des concertations que sa main restait tendue. Et la preuve de la main tendue est là. Le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Les élections, mal préparées, nous allons au chaos. Le glissement est constitutionnel. Mais il faut glisser avec tout le monde parce que tout est congolais. Le glissement, c'est un accident. Le glissement est constitutionnel. C'est un accident. Je peux parler. Terminons. Il est constitutionnel, mais on doit tout simplement voir comment glisser et avec tout le monde parce que ce pays nous appartient à tous. Nous y avons les mêmes droits. Et je signale d'ailleurs que les journalistes aussi jouent un rôle important dans ce glissement. Il ne faudrait pas oublier les journalistes. Absolument. Et je dois signaler d'ailleurs que parmi ceux qui bénéficient aussi du dialogue et de la main tendue, il y a la diaspora. Parce qu'il y a beaucoup de combattants la diaspora nous a beaucoup qui revient maintenant, qui sont là parmi les leaders et ils bénéficient de la paix et de la tolérance. Papa soki olingi ozala roi na libala sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour.